Bonsoir, bonsoir, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle VOD Nocturne et sans plus attendre, je vous envoie le grand écran ainsi que le replay. A tout de suite. Donc cette fois-ci encore, je vais vous présenter du clone versus clone, toujours ma team, et contre cette fois-ci deux masters, à savoir en bas et à gauche de la map sur Dual Site, Zeil le Protoss contre Kane le Terran Master en haut et à droite de la map. Donc ces deux adversaires se connaissent, d'ailleurs on va dire qu'ils se partent avec un langage plus ou moins châtié, là on peut le voir tranquillement. Et on va avoir un match de master quoi, ça va être solide. Et en plus je me fais insulter, ce qui est forcément toujours sympathique. Non mais il m'adore, hein, faut pas croire. Donc oui, les deux adversaires se connaissent, comme je disais. Et, bon, on a déjà fait quelques matchs ensemble, donc les stratégies sont plus ou moins connues des deux. Et d'ailleurs, Zeld a plutôt tendance à le taunter sur, on va dire, la qualité de ses BO, quoi. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on est en train de lire tranquillement sur le chat. Donc là, Kane envoie, je pense comme d'habitude, un orbital opening qui est, on va dire, une stratégie classique et qui permet, on va dire, de ne pas rien dévoiler en ce début de game. Par contre, il ne cherche pas du tout à voler, donc en même temps contre Protoss, ce qui n'est pas une obligation. De ce côté, Zeil a envoyé sa première gate et nous fait du classique contre Terran, à savoir à 13. Chrono boost son économie. Donc là, les deux adversaires qui sont sur un début de game, on ne peut plus classique. Je pense que d'ici peu, voilà, Zeil est parti scouter avec sa probe là, qu'on va suivre tranquillement dans ce début de jeu quoi. Oui, Kane a envoyé son gaz, donc d'ici peu, on devrait voir là, comment on appelle ça, la station orbitale qui est popée. Donc il y a pour l'instant un début on ne peut plus classique, on n'a pas de, on pourrait dire d'informations sur ce que pourraient développer les deux adversaires pour le moment. Donc là, le Cybernetic Core de la part de Zeil a été envoyé. Donc là, on va suivre un peu ce que nous fait la preuve de Zeil et comment va être son scout. Donc là, en prenant les quelques premières informations, il n'y a pas d'add-on sur les, on va dire, sur les éléments de Kane. Donc tout de suite, Zeil va protéger en fait cette probe en la posant en B3 et peut-être poser un pylône très rapidement en cas de warp. De son côté, Kane a également scouté la base de Zeil, voit qu'il n'y a rien de particulier, que tout a été envoyé. Là, pour l'instant, Zeil stack toujours cette probe là. Et en plus se félicite de s'aimer. Ken vient d'envoyer par contre une usine en deux. Là, il n'y a pas d'add-on, donc est-ce qu'on se dirige vers un 1-1-1 ou un Hélion? Je ne sais pas encore. Ou alors du tank, qui serait classique contre Protoss. On verra ça au fur et à mesure du jeu. Donc là, tiens, Zell qui vient de popper un pylône à cet endroit de la map. Donc sûrement pour warper des premières unités et agresser relativement tôt notre ami Kane. Donc là, toujours du classique, le Stalker qui a été envoyé de la part de Zeil et qui va, je pense, directement se diriger au niveau d'un rally point, voilà, et ça va être au niveau de la Xel'Naga. Pour l'instant, les deux adversaires nous envoient du classique. Par contre, là, on peut voir que Kane envoie un bunker, donc sûrement pour protéger, en fait, on va dire sa base, parce qu'il va faire un opening peut-être un peu complexe et il va avoir un temps, en fait, où le Protoss pourrait l'agresser. Par contre, là, on peut voir que Zeil vient d'envoyer une robotique en proxy, ce qui est un choix assez étonnant, sachant qu'il n'a pas scouté de tech particulière. Par contre, là, on se dirige vraiment par un 1-1-1 de la part de Kane, sachant que le spatioport est envoyé, qu'il y a un réacteur sur la baraque et que sur l'usine, en fait, il va y avoir un lab tech. Donc, ça va être à base de, comment on appelle ça, marine par deux, sûrement des chars en mode siège et, comment on appelle ça, du corbeau pour la détection. Donc là, on peut dire que Kane fait un BO très très agressif pour ce début de partie. Le problème que risque de rencontrer Kane, c'est que Zeil va avoir en fait de l'immortel qui va être très très vite popé et contre on va dire un 1-1-1 c'est une très très bonne chose. Surtout que Zeil en plus a en renfort 3 gates et il pourra popper directement dans la B3 en fait de Kane. Donc là avec le premier Stalker
Zale vient de prendre une première unité de Kane. C'est pas facile à le dire les deux, Zale et Kane, hein. Ils m'ont fait pas faciliter la tâche ce soir. En plus là, on va dire que les Lions a un peu beaucoup de chance et s'en sort avec très très peu de points de vie. Mais le souci que va rencontrer la Zale, c'est que ça y est, sa stratégie est dévoilée et son proxy aussi. Donc comment va réagir Kane? Il envoie un deuxième bunker tout de suite en fait pour contrer l'action des immortels et à la fois des Zealots et des Stalkers de Zale. De son côté, Zale continue à masser en fait les troupes en B2 cette fois-ci de Kane parce qu'il vient encore de poser un pylône. Donc là, Kane est plus ou moins vraiment bloqué dans sa base cette fois-ci. Donc la première volonté d'agression et scouting en fait de Zale à base de ses premières unités, mais tout de suite le renfort des VCS pour maintenir on va dire les deux bunkers de, de Kane sont arrivés. Une Banshee a été popée, donc là ce qui va être pas mal. En plus elles sont j'imagine en cloak, non pas encore pour le moment. Donc pour l'instant oui, il n'y a pas le cloak qui a été développé, mais dans un premier temps, je pense qu'elles vont pouvoir faire un travail d'arras quand même au niveau des propres de Zale. Sachant que Zale concentre on va dire, toute son armée dans la B2 de Kane. En effet, il n'y a aucune défense que ce soit aérienne dans la B1 de Zale. Donc là, Ken qui est toujours bloqué dans sa B1, comment Zale qui envoie des petites agressions à base d'immortels et tout ça, mais qui est très très vite repoussé par la masse de marine et puis les deux bunkers. Seulement, grâce à la vision qui s'était donnée, Zale a pu envoyer là, deux îlots en fait dans le minerai, mais avec autant de marine, et, sachant que toute l'armée de Kane est stackée en B1, il n'y a quasiment pas de possibilité de faire de dégâts. De son côté, ça y est, Kane vient d'envoyer les deux Banshees, sauf que Zyle a popé directement trois Stalkers, et n'ayant pas le cloak, celles-ci vont faire que très très peu de dégâts, je pense qu'elles vont prendre deux trois probes et pas plus. Donc là, Zell qui, on va dire, qui est relativement réactif et agressif. Là, pour le moment, Kane est en train de détruire le pylône en fait de Zale et ne pourra plus popper directement dans la B1 de Kane. Là, comment Zale laisse ses stalkers au cas où les Banshees en fait de Kane seraient, on va dire, euh, voudraient en fait venir harasser les probes. Zale s'est mis à distance en fait des tanks en mode siège et vient quand même malgré tout un peu chatouiller Kane pour savoir ce qu'il en est, si ce qu'il veut sortir ou pas. Donc là on peut dire que c'est vraiment une guerre de position, c'est Verdun quoi, là il manque les tranchées peut-être. Là de son côté, Kane envoie les deux Banshees, je pense pour annuler le pylône en fait de Zale, mais tout de suite Zale en renvoie encore une fois deux Stalkers, non trois Stalkers, et en plus pop un observateur. Donc là même avec le cloak, les pauvres Banshees sont vraiment inutiles. La Kane envoie un scan pour à peu près voir où est l'armée de Zale, mais un très beau force field a empêché en fait la sortie de Kane au niveau de la B2. Là en plus Zale se met vraiment à distance des coups que pourrait porter Kane, et en plus peut toujours grâce à ce pylône popper des unités. Donc là Zale vient de prendre B2, va pouvoir très rapidement, je pense, grâce à la position qu'il a pris, pouvoir envoyer des probes en B2. Donc là, ouais, il y a vraiment une très belle position de la part de Zale qui empêche Kane vraiment de prendre Expand. Donc là, qui est de plus en plus all-in au niveau de son jeu, sachant qu'en plus, il construit encore plus de bâtiments de production. Certes, on va dire sa B2 est popée, mais tant qu'elle n'est pas, on va dire, rentable d'un point de vue de VCS, celle-ci est plus ou moins inutile, hein. Malgré tout, il la transforme en station orbitale, ce qui va pouvoir lui permettre d'envoyer des scans et des mules. Donc pour consolider un peu, on va dire, son économie, bien que, on va dire, ses carrés de minerais sont déjà bien bouffés. Là, il y a l'observateur en plus de Zell qui prend vraiment toute l'information sur l'armée de Kane. Kane qui pourrait envoyer peut-être un petit scan, sachant que maintenant il a deux stations orbitales pour détruire cet observateur. De son côté, Zale rentabilise plus ou moins bien, on va dire, sa B2, a renvoyé en fait encore une guette, donc on se trouve à un compte de 4.
Là, il y a tout de suite avec la vision, Zale essaye de un peu gratouiller des unités à Kane, par-ci par-là. Là, ça a été, on va dire, le char qui a pris, mais tout de suite des VCS ont été envoyés. Là, les Banshees focus, on va dire, les Sentries, c'est quand même le problème là pour Kane pour le moment, parce que c'est bien ces Sentries là qui l'empêchent en fait de pouvoir sortir de sa B2 et de pouvoir bien agresser en fait l'armée de Zale. Là, à ce moment de la partie, les deux adversaires sont plus ou moins à égalité en termes de pop. Sachant qu'en fait, Zale est sur B2, il a relativement un avantage. Euh, mais qui n'est pas encore significatif parce que Kane a une très très forte armée si elle pouvait bien sûr sortir en fait de sa base, quoi. Donc là, pour le moment, Ken qui est un peu contraint de ne pas mettre tous ses VCS. Alors pourquoi il envoie une mule? Bonne question. Parce que là, ses Karen Minred commencent à devenir de plus en plus faibles. Zale qui a popé un pylône au niveau de la B3 en fait que Kane pourrait prendre, donc l'empêchant encore une fois de pouvoir renforcer son économie, empêche toujours Kane de pouvoir sortir grâce à des force fields, sachant que ces sentries commencent à avoir quand même pas mal d'énergie accumulée, bien qu'elles aient enchaîné ces fameux force fields. Donc là, Zell qui prend beaucoup d'avance, qui vient encore popper un pylône, sûrement pour prendre une B3. Donc là, du point de vue économique, on peut dire que Zell est très très bien dans la partie. Kane est vraiment contraint et puis doit trouver une solution là absolument dans les minutes qui suivent parce que s'il veut prendre une B2, pouvoir continuer à faire de la pop, il n'aura pas d'autre choix. D'ailleurs, je pense que la technique ascenseur au niveau de sa B2 serait peut-être une bonne chose. En plus, là, il hésite, un coup j'avance, un coup je recule, c'est du temps de perdu. Là, il peut pas toujours pas prendre en fait, même avec ce corbeau, l'observateur de Zale, toujours à cause des force fields qui sont posés de manière quasiment répétée et continue de la part de Zale. Zale qui a mis quelques, comment on appelle ça? Oh tiens, Kane nous lâche un tu m'as gonflé parce qu'il peut pas sortir. Et Zale a quand même sorti, on va dire, quelques îlots en bas en cas de run-by. Donc il doit s'attendre peut-être à une technique ascenseur de la part de Kane ou de drop pour sortir un peu son armée et peut-être tenter une tentative de déloger, on va dire, le Protoss de sa B2. Un drone de défense rapproché a été posé de la part de Kane. Le problème c'est que comme il ne peut toujours pas sortir son armée, celui-ci a été complètement inutile. Zell qui multiplie les force fields et contraint réellement Kane à rester bloqué dans sa base. Là, de la part de Kane, il y a un switch entre Barak et Spatioport, donc sûrement pour envoyer d'un côté du maraudeur et de l'autre côté des Vikings, pour se donner la vision certainement. De son côté, il y a eu aussi une autre usine, mais avec un réacteur pour envoyer des Hélions. Donc là, Ken doit vraiment impérativement prendre dans les prochains temps une décision et comment sortir de sa base quoi qu'il arrive. Parce que là, le minerai va quasiment plus être inexistant sur cette B2. Mais bon, c'est vrai que cet observateur qui n'est toujours pas... Ça y est, qui vient enfin de tomber... pendant que Ken a réussi à faire tomber grâce à son corbeau, je pense va contraindre Zale à revenir en fait dans sa base. Et ça y est, en plus Kane commence à préparer là, on va dire un ascenseur pour sortir son armée. Je pense qu'il aurait dû faire ça beaucoup beaucoup plus tôt dans la partie, quoi. En plus, Zale continue à ramener des renforts au niveau de sa B2. Là, il y a des Hélions qui vont tenter un petit travail d'arras, mais qui vont rencontrer les premiers îlots. Là, il y aura forcément une première prise de fight, même si, bon, Zale envoie toujours des force fields en continu. Celui a été un peu moins bien placé parce que là, les marines peuvent sortir. Donc là, Kane va pouvoir commencer peut-être à faire des dégâts au niveau de l'armée de Kane. Ça y est, il y a une première volonté d'agression de la part de Kane à base de marines et de maraudeurs qui peuvent sortir. Donc là, je pense que Zale va back dans les prochains temps. Quoique là, Zale, c'est vrai qu'il y a une belle population en termes d'armée, commence à prendre la fight, mais je pense qu'il devrait reculer parce que sous le feu nourri on va dire, des chars en mode siège qui sont placés en hauteur, toute l'armée de Zale est en train de se faire des pops. Là, il n'y a pas assez d'immortels en fait pour faire de dégâts. Donc là, en effet, Zale va tranquillement retourner, je pense, en Xel'Naga pour avoir à la fois du map contrôle et en même temps rediriger son armée au milieu de la map, quoi.
Donc oui, oui, là pour l'instant des bons choix. La Ken qui peut enfin prendre sa B2, commence à poser ses chars en mode siège et va devoir impérativement quasiment poser B3. Je pense qu'il va lever cette station orbitale là et l'envoyer directement dans la B3. D'ailleurs, il aurait tout intérêt à faire tomber en fait ce pylône et on va dire ce complexe robotique pour empêcher Zay d'avoir la vision et d'ailleurs c'est ce qui va être fait grâce à ces Banshees. Donc là, en effet, Zale qui a scouté le mouvement de Kane va tout de suite se diriger dans la B3 parce qu'il se doute forcément de cette fameuse prise de B3 vu les timings. Il doit se douter que Kane est vraiment très très limite en économie. En plus là, avec beaucoup de mules, va dépop, on va dire, se minerait en 2-2. Donc là, Zale a détruit, on va dire, les Banshees de Kane attend tranquillement en fait on va dire une éventuelle station orbitale de Kane qui vient d'arriver et là qui tombe sous le feu nourri on va dire des stalkers et va tomber dans les quelques secondes. Donc là Kane n'est pas très bien en fait dans ce match là parce que là il vient de perdre on va dire 400 de minerais un peu gratuitement entre guillemets et en renvoie une tout de suite d'ailleurs en effet il n'avait pas d'autre choix quoi. Là de son côté, on peut dire que Zale a eu le temps de faire les améliorations. Là, il a attaqué le plus 1 de défense en fait. Je pense qu'il va envoyer bientôt le plus 1 d'attaque. En termes de bâtiments, il est toujours sur les gateways. Par contre, il y a un complexe robotique ainsi que, comment on appelle ça, une archive des Templiers qui a été popée. Donc, soit pour envoyer du Psystorm, soit pour popper des archontes. Donc, contre une masse plutôt bioball que nous présente Kane, c'est un bon choix. Sachant qu'en plus, il y a assez de zilotes là pour tanker et qu'ils ont en plus la charge. On va dire que les tanks de Kane risquent d'être un peu faibles. Donc là, je pense que bientôt Zale, avec presque 52 pop d'écart, voire déjà 52 pop d'écart, et des archons qui sont été popés, va bientôt tenter un timing push, quoi. Sachant qu'en plus, encore une fois, il y a un obs qui est posé qui permet de lui voir l'ensemble de l'armée de Kane. Zale a vraiment un avantage dans son match là. Il va en plus faire tomber, j'imagine, la B3, la fameuse B3 de Kane. Donc là, Kane se retrouve encore une fois sur une base et en plus des armées qui l'entourent. À la fois, là, de ce côté-là, il y a Archon plus Zealot. Là, on peut voir qu'il y a Stalker plus un IMO plus des Zealots. Et là, comment le mix terrain en fait. Donc dans tous les cas, vraiment le pauvre Ken est contraint dans sa base. Là, il choisit en fait d'y aller, je pense, d'un point de vue quasiment all-in, ce qui n'est pas le meilleur des choix. Il aurait dû peut-être essayer de consolider, on va dire, une position au B3 pour pouvoir renouveler son économie. Donc là, je pense qu'une fight va s'engager d'ici peu. Là, et voilà. Zayd sort toute son armée, envoie ses silos de charge directement en fait sur les maraudeurs de Kane. Et en plus, là, on peut dire qu'il y a une telle masse que les chars tombent à une vitesse grand V, les maraudeurs également. Les archontes font énormément de dégâts, des ilotes reviennent en renfort en plus, et c'est le GG qui a été lâché quoi. Bon très grosse partie de la part de Zale. Ken a été vraiment contraint dans ses bases et n'a pas vraiment pu sortir on va dire de sa B1, a pris trop tardivement sa B2 et a jamais pu prendre B3. Pendant ce temps-là, Zale a vraiment amassé et donc logiquement s'est imposé sur cette game. Donc GG aux deux joueurs et comme d'habitude, Ornithorynque et à bientôt. Au revoir.